Bonjour et bienvenue à la Taverne de Luc, je suis Norman Tiret. Je me propose aujourd'hui de vous montrer les produits dérivés de John Carter, si on a eu quelques-uns, mais malheureusement aucun en France. Merci de votre attention. Bon, mine de rien, il n'y a rien eu en France pendant des années, ça a été une grande frustration, moi qui étais habitué, bah, j'ai grandi avec Star Wars, donc habitué aux produits dérivés et compagnie. Sur John Carter, je n'ai rien trouvé pendant des années. C'est vraiment quand Internet est arrivé que je me suis rendu compte que, en fait, il y en avait quelques-uns quand même. Et donc, j'ai commencé à m'en procurer certains. Il n'y a pas eu de continuation en roman de John Carter jusqu'à une date très récente. Je vous avoue que je ne me suis pas intéressé encore à la question. Donc, Edgar Rice Burroughs Incorporated a commencé à ressortir des romans dans un univers partagé, c'était à la mode. Notamment liant les univers de John Carter, Tarzan, Pellucidar, comme l'avait fait Edgar Rice Burroughs en fait à l'époque, hein, mais de manière plus poussée. Euh, je ne me suis pas encore intéressé à ces nouvelles histoires. En revanche, si John Carter n'a pas eu de continuation en roman pendant très longtemps, il a eu des adaptations en comics. Tout d'abord des comic strips dessinés par le fils de Burroughs, John Coleman Burroughs. Donc il était question que Dark Horse réunisse en un recueil ces comic strips. Ça n'est pas arrivé à ce jour. Donc on est encore en attente de ce projet. Donc ce qu'on a de plus ancien pour l'instant. Donc c'est cette adaptation de 1952-1953. John Carter of Mars des années Jesse Marsh chez Golki, l'éditeur. Donc Jesse Marsh a aussi illustré Tarzan pour Golki. Et donc il est adapté sur 3 numéros chez Golki. Donc en février 52, novembre 1952 et août 1953. Donc les aventures de John Carter. Donc on le voit, John Carter n'est plus soldat de la guerre de sécession. Il est probablement un soldat de la Première Guerre mondiale. De première ou deuxième. Ce n'est pas précisé. Donc c'est ouvert à interprétation. Donc on a affaire à un dessin assez naïf. Avec de belles couleurs en aplat restaurées. Quelques belles planches en noir et blanc aussi, comme vous le voyez. Donc les martiens verts ressemblent plutôt à des grenouilles. Et John Carter a ce costume qu'on retrouvera par la suite, vous verrez. Plutôt plus habillé que sa contrepartie en roman et pour les autres adaptations, on va dire. Et donc passe sur ces 3 numéros, Jesse Marsh va adapter en fait les trois romans. Donc, vous voyez, au nombre de cases, on est sur du 6 ou du 5 par page. Donc, une magnifique couverture. Donc ça se fera au prix de coupes nombreuses dans le récit. Notamment le fils de John Carter et déjà Torres n'apparaît pas dans cette adaptation en fait. Et pendant longtemps, c'est tout ce qu'il y aura comme adaptation. Dans les années 70, c'est DC Comics qui va récupérer les droits de John Carter. Donc pour une bande dessinée qui sera d'abord illustrée par le très talentueux Murphy Anderson.
Donc on a là des planches de toute beauté. Peut-être avec une des plus belles déjà Toris qu'on ait vu adaptée en comics. Donc, il ne dessinera pas l'ensemble des numéros, hein. Donc l'aventure durera une dizaine de numéros en fait. Ce qu'on retiendra, surtout de cette période DC Comics, ce n'est pas tant les aventures de John Carter, mais ce sera surtout l'adaptation extraordinaire que va faire Joe Kubert des aventures de Tarzan. Donc ces aventures ont été publiées il n'y a pas si longtemps aux éditions Delirium. Alors, je n'ai jamais été particulièrement fan du trait de Joe Kubert, que j'ai toujours trouvé un peu grossier. Mais alors, au niveau du scénario et de l'adaptation, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment l'adaptation la plus fidèle au Tarzan de Burroughs que j'ai jamais lu. Tout simplement. Donc comme point de rentrée pour Tarzan, je recommanderais soit les romans eux-mêmes, soit l'adaptation qu'en a fait Joe Kubert. C'est tout simplement parfait. Les droits iront que ensuite chez Marvel Comics. Donc là on a ici l'Omnibus qui reprend l'ensemble du run de John Carter chez Marvel, qui durera à peu près 2 ans. Là on voit une magnifique couverture signée Alan Davis. Et à l'intérieur, on a quasiment un best-of des auteurs de l'époque. Donc on a du Marv Wolfman, du Chris Claremont, en ce qui concerne les scénarios. Pour les dessins, on a du Gil Kane, du Dave Cockrum. Tous ces artistes étaient fans de John Carter. À l'ancrage, on retrouve certains habitués des aventures de Conan comme Rudy Nebres ou Ricardo Villamonte. Donc ce sont des planches assez magnifiques. On a du Ernie Chan aussi à l'ancrage. Du Sal Buscema, on a un peu de Walt Simonson, on a du Bob Layton. Malheureusement, on a aussi du Frank Springer. Donc, ceux qui connaissent le bonhomme et son style sauront pourquoi je peux faire la grimace. C'est quand même pas le meilleur. Et donc, pendant 2 ans, les aventures de John Carter vont paraître. Et là, ce sont des planches de Ernie Chan. Et l'aventure va s'arrêter peu après, donc presque 30 annuels, enfin 30 numéros je veux dire, et quelques annuels. C'était jusque-là le run le plus long pour les aventures de John Carter. Donc les ventes n'ont sans doute pas suivi. Donc pendant des années ensuite, les droits vont être achetés par Dark Horse Comics, qui n'en fera pas grand-chose. Lorsqu'arrive au début des années 2000, un autre éditeur qui s'appelle Dynamite Entertainment, donc il va commencer à publier du John Carter,
alors qu'ils n'ont pas les droits. Alors comment est-ce possible? Simplement, les droits des 5 premiers romans de John Carter sont tombés dans le domaine public aux États-Unis. Ce qui signifie très concrètement que on peut donc produire des histoires dans cet univers sans payer les droits, à condition cependant de ne pas utiliser les marques commerciales qui sont déposées concernant ces romans. Et de toute évidence, eh bien, Warlord of Mars, bien qu'étant le titre du 3e roman, n'était pas une marque déposée. C'est ainsi que Dynamite Entertainment va commencer à publier des adaptations des aventures de John Carter. Là, on voit une superbe couverture signée Joe Jusko. Et donc là, John Carter, il est bien un ancien des guerres de sécession. Donc, on le voit tout de suite en feuilletant le livre. Ces aventures sont plutôt... n'hésite pas à être sanglantes quand il le faut. Et la princesse s'y montre particulièrement dénudée. Je vous montre un exemple vite fait. Donc ce n'est pas indécent, hein. Il y a toujours des pastilles aux endroits où il faut, mais elle est beaucoup plus dénudée que ne l'aurait autorisé l'estate de Burroughs, qui est assez conservateur à ce niveau-là. Et pendant longtemps, l'estate de Burroughs sera impuissant à empêcher la sortie de ces volumes. Donc nous avons le 2e trade paperback, toujours avec une magnifique couverture de Joe Jusko. Donc les dessins sont plutôt pas mal, hein. Et donc sur les 3 premiers trade paperback, donc c'est le 3e, ce sont les 3 premiers romans qui vont être adaptés ainsi par Dynamite Entertainment. Apparemment, donc ils découvriront aussi à cette occasion, eh bien que Dejatoris n'est apparemment pas une marque déposée non plus. Et donc ils commenceront à publier des comics plus particulièrement consacrés à Dejatoris. Donc voilà, les 2 premiers trade paperback de cette série, qui va continuer, hein. Il y aura finalement plus de comics Dejatoris que John Carter. Là, on voit un recueil des couvertures en fait de cette série. Il y aura même des crossovers. Dejatoris va rencontrer Red Sonja, va rencontrer Vampirella, Barbarella également. Donc, il y a toute une série de comics plus ou moins de bon goût qui vont sortir. Ils ne seront pas toujours au goût des puristes d'ailleurs de Burroughs, qui font connaître leur mécontentement, soutenu par le Burroughs Estate bien entendu. Donc il se montrera impuissant, je l'ai dit, pendant des années, et qui va trouver une brèche quand ces comics, ces fascicules vont se retrouver en Angleterre. L'Angleterre, en effet, n'a pas la même loi sur le domaine public que les États-Unis. Donc les États-Unis, c'est une affaire de copyright d'œuvres. Donc en Angleterre comme en France, c'est la mort de l'auteur plus 70 ans qui importe. Et donc Burroughs est mort en 1950. Donc ces œuvres ne tombent dans le domaine public en Europe et en Angleterre qu'en 2020. Donc c'est sur cette base que l'estate de Burroughs va attaquer Dynamite Entertainment pour infraction sur leur propriété intellectuelle. Donc on a vu.
Dark Horse Comics ne va pas faire grand-chose quant à eux des droits de John Carter. Par contre, bon, ils vont réimprimer le run des éditions Marvel en un volume. Il présente la particularité d'être en noir et blanc. Donc voilà, on a donc le run de Marvel, donc tous les numéros et les annuels dans un magnifique noir et blanc. Donc il fait bien ressortir le travail des dessinateurs et des encreurs. Donc on a à nouveau du Ernie Chan. Donc un très beau volume, mais comme ils ne font pas grand chose de ces droits, Dark Horse va les abandonner. Et à ce moment-là, surprise, l'estate de Burroughs, qui était opposé, on va dire, par principe, à l'exploitation de l'image de Jatoris, va trouver un accord avec Dynamite Entertainment, et donc ils deviendront les détenteurs officiels de la licence. Donc ce qui gênait l'estate, finalement, c'était pas tant le côté graphique des aventures, visiblement, mais simplement le fait que ils ne récoltaient pas les droits. Alors, on est passé de pas grand-chose en matière de comics à plein. Je vous avoue que j'ai pas tout suivi, d'autant que tout n'est pas de qualité. Donc il y a différentes séries John Carter ou déjà Toris qui vont paraître. Parmi les plus remarquables, je citerai celle-ci, Warriors of Mars. Donc le guerrier en question qui est ici, en fait, c'est un prédécesseur littéraire de John Carter qui était également allé sur Mars. Donc c'est Gulliver Jones. Donc le roman s'appelait Gulliver of Mars, donc il parut en 1908 quand Une princesse de Mars est paru en 1912. On ne sait pas si Burroughs a été inspiré par ce héros. A priori, il n'avait pas ce livre dans sa bibliothèque, mais c'est possible. On ne le sait pas avec certitude. Donc ces aventures sont assez différentes. Mais Dynamite a décidé de les faire se rencontrer dans les pages de ce comics. Donc on peut dire quand même, en général, leurs dessins sont d'assez bonne qualité, hein, de toute façon. Ces scénarios ne suivent pas toujours. Et donc je cite aussi ce comics World of Mars Fall of Barsoom, qui est en fait une préquelle au roman. Se passe au moment où Mars commence à perdre son atmosphère et où toutes les espèces de Mars s'allient pour construire les usines atmosphériques qui vont fournir Mars en oxygène pour les générations à venir. Je le mentionne parce que c'est pour moi la meilleure fiction, je trouve, qui a été écrite sur l'univers de Barsoom, tout simplement. C'est écrit par Robert Pless Napton et illustré de façon assez magistrale par Roberto Castro. J'aime beaucoup son style. Je sais que Roberto Castro a travaillé en France pour l'éditeur Rivière Blanche, donc bonne pioche parce que il est plutôt bon, le bonhomme. Donc voilà, celui-là, je vous le recommande chaudement. Pour reparler de l'épisode Dynamite Entertainment, ils ne sont pas contentés d'adapter John Carter. Ils ont aussi adapté Tarzan. Et bien sûr, ils n'utilisaient pas la marque Tarzan, mais Lord of the Jungle. Donc voilà. Là aussi, on retrouvait des aventures plus violentes qu'à l'accoutumée.
Et là aussi, de beaux dessins de Roberto Castro quand même. Et le premier trade paperback adapte le premier roman. Pour rester sur John Carter, j'ai aussi trouvé ce graphic novel, A Princess of Mars, donc adapté par Ian Eddington et dessiné par I.N.G. Culbard. Je ne connais pas. Donc les dessins valent surtout par leur couleur en fait. Ils sont extrêmement simples. C'est là aussi une adaptation du premier livre, hein, Princess of Mars. Pas très fidèle, mais ce graphic novel a le mérite d'exister. Je l'ai trouvé par hasard en fouillant sur Amazon. J'en avais jamais entendu parler. Qui dit John Carter dit aussi le film Disney de 2012, forcément. Et à cette occasion, j'ai dit que nous n'avions rien eu en France. Et à cette occasion, nous avons eu quelque chose en France. Cette chose s'appelle Une princesse de Mars chez Marvel, et donc édité par Panini Comics en France, par Roger Landridge et Philippe Andrade, et c'est le comics le plus hideux que j'ai jamais lu. Donc voilà. Je n'aime pas du tout les dessins. J'aime pas du tout le scénario. John Carter, il est traité comme un bouffon. Donc c'est à peu près ce que j'ai pu lire de pire par contre en matière d'adaptation. Et c'est c'est longtemps la seule qu'on aura eue en France. Donc à noter que Marvel a également édité la suite, The Gods of Mars, donc qui n'existe qu'en anglais et dans un format réduit. Je sais pas pourquoi le format est plus petit qu'un comics habituel. Donc les dessins ne sont toujours pas transcendants, mais c'est toujours mieux que le premier. À noter que John Carter est représenté avec un menton assez proéminent, que n'aurait pas renié un certain Bruce Campbell. En tout cas, c'est à lui comme fait penser ses dessins. Donc à se demander si le dessinateur n'avait pas l'acteur d'Evil Dead en tête quand il a rédigé, quand il a dessiné ses planches. Je n'ai pas la réponse à cette question. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que publiera Marvel dans l'univers de John Carter suite au film de 2012. Donc il y a le troisième roman qui ne sera pas adapté. Donc les ventes n'ont pas dû être suffisantes. À noter par contre ceci. Donc ça c'est une préquelle au film. Elle suit les aventures. Une aventure de Tarstarkas en lien avec une aventure de Dejatoris qui va rencontrer Saptan, donc le méchant du film, dans une première rencontre. Donc tout ça se passe avant le film. Donc scénario et dessin sont de qualité. Donc c'est Peter David, célèbre scénariste, qui scénarise cette préquelle. Et c'est dessiné par Luke Ross. Donc voilà, c'est sans conséquence sur les événements du film. On y croise John Carter que sur la couverture, du coup, puisque il n'est pas encore là quand ça se passe. Donc, mais bon, c'est intéressant à lire. C'est un petit peu
de trivia liés au film. Et miracle en 2019, les éditions Delirium sortent en 2 volumes les bandes dessinées Marvel dans un format légèrement supérieur en taille aux comics. Donc c'est l'édition en noir et blanc. Du run Marvel. Donc, c'est ces planches magnifiques. Hein. Les reproductions sont de toute beauté. Et enfin, en 2019, pour la première fois, le boulot magnifique de Marvel sur John Carter en français en 2 volumes. C'était réellement inespéré. Donc je vous conseille chaudement de vous procurer ces 2 volumes donc, qui forment l'intégrale du run Marvel. Magnifique. Donc, il me reste à parler des jeux John Carter. Mais donc pour faire cette transition, je vais vous parler d'un produit hybride publié par Dynamite Entertainment et Paizo. Paizo qui était une compagnie de jeux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Pathfinder Worldscape. Donc Pathfinder, qu'est-ce que c'est? C'est un clone de la 3e édition de Donjons et Dragons. Quand Wizard of the Coast, la compagnie qui possède Donjons et Dragons, a sorti la 4e édition, donc avec un système radicalement différent de la 3e, s'est créé ce jeu Pathfinder, donc il reprenait lui les mécaniques de cette 3e édition abandonnée, et qu'il a fait fructifier pendant des années, donc a développé son propre univers, ses propres personnages. On en voit ici quelques-uns, donc ça ce sont des personnages du jeu. Et donc Pathfinder Worldscape, c'est un peu les guerres secrètes, on va dire, de Dynamite. Donc dans un endroit se retrouvent les personnages de différents univers combinés. Nous avons ici John Carter, nous avons Red Sonja, Fantomex, un personnage de l'âge d'or, Sunda. Donc Sunda, c'est un clone de Tarzan en fait, qui avait été créé par Frank Frazetta, donc une série de bandes dessinées. Donc on a ici Tarstarkas, donc le compagnon martien vert de John Carter. Tarzan est aussi dans cet univers, donc Pathfinder Worldscape. Donc les dessins sont sympas. Ici on voit un lion martien à plusieurs pattes, le Bant. Et donc c'est très agréable de voir se mêler les personnages de ces univers. On a également des couvertures qui sont reprises. Ici une couverture mythique de Tarzan qui est reprise avec Sunda à la place. On retrouve le méchant de chez Red Sonja, Kulangat. Ici une couverture mythique de John Carter. Donc ça c'est la couverture du roman de 1917, Princess of Mars, et avec un personnage de Pathfinder à la place de Dejatoris. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Le
John Carter de Jesse Marsh de l'âge d'or de 1950 sur une des couvertures. Donc des clins d'œil sympathiques. Et ensuite, à l'attention des joueurs de jeux de rôle, nous avons les suppléments. Donc ici, les caractéristiques de Tarsarkas. Donc dans chaque fascicule, il y avait ce supplément pour le jeu de rôle, donc qui a été repris pour l'édition reliée. Donc Sunday ici. Et également, donc, nous avions un poster, et de l'autre côté, une carte quadrillée pour le jeu de rôle. Donc voilà, un produit hybride pour les amateurs à la fois de comics et de jeux de rôle. Donc le premier volume reprend une série Wordscape. Le second volume, ce sont des histoires unitaires liées à cet univers. Donc voilà, une curiosité. Une curiosité bien sympathique pour rôlistes et amateurs de crossover. Ça nous amène à la partie sur les jeux John Carter, qui a été assez brève, puisque pendant des années, jusqu'au milieu des années 2010, il y a eu exactement 3 produits autorisés liés à John Carter. Tout d'abord, ce fascicule, le Barsumian Battle Manual. Donc voilà, très peu épais, paru chez Heritage Models. C'est un wargame en fait. Donc, un système de combat pour simuler des combats dans l'univers de Barsoom. Une présentation très austère. Un tout petit livret. Donc il y avait aussi des figurines chez Heritage Models. Moi je n'en ai pas. La couverture, donc c'est un décor, une photo, hein, un décor avec des figurines pour simuler le combat. Donc, ce livret a été ressorti avec une autre couverture et un second livret. Donc ce livret, donc la particularité de la couverture, c'est qu'elle est signée Ross Manning. C'est à ma connaissance la seule fois où il a dessiné John Carter. Il est plus connu, et même très connu pour avoir dessiné Tarzan dans les strips et dans les comics. Donc une curiosité, c'est que cette couverture. Donc ce livret, l'Adventure Gaming Book, est un simili jeu de rôle. Pourquoi simili ? Parce que on n'y fait que se battre en fait. Il n'y a aucune règle pour simuler les actions en dehors du combat. Ça ne représente pas la majorité de ce que font les joueurs de jeux de rôle. C'est sans doute ce qu'on pensait à l'époque. Il y a la fameuse table que l'on voit ici, qui ne vous dira rien comme ça. Mais c'est la table de princesse en fait. Donc en cours de la partie, suivant ses actions d'éclat, on acquiert des points de princesse, ou on en perd, suivant ses actions. Et quand on a acquis suffisamment de points, on peut faire sa demande auprès de la dame et lancer un dé à 6 faces pour connaître le résultat, suivant le nombre de points de princesse qu'on a accumulé. Voilà, les résultats vont de qui êtes-vous, est-ce qu'on s'est vraiment rencontré avant, au jackpot. Voilà, donc c'est un peu particulier comme système, vous en conviendrez. Et nous avons cette boîte, c'est un jeu de plateau John Carter, édité chez SPI. Alors je n'y ai jamais joué, mais vous voyez, nous avons des tables, donc les règles du jeu, un livret sur le monde de Barsoom qui est écrit par la même personne qui a fait les livrets qu'on a vus auparavant.
planche de pion, vous voyez, tout est encore attaché. J'ai jamais joué. Une carte. Là on voit la planète. Des cartes d'événements aléatoires. Donc voilà, c'est peut-être un jeu très sympathique, mais que je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser jusqu'à présent. Donc c'est l'intégralité des produits qui ont été disponibles jusqu'au milieu des années 2010, où a été annoncée la sortie d'un jeu de rôle, un vrai, un moderne, donc aux éditions Modifus. Donc c'est beaucoup de la déco que vous voyez ici. Donc un beau coffret donc avec 2 livrets, un livre de règles et un livre de campagne. Vous voyez ici le livre de campagne. Et le livre de règles, vous le constatez, l'originalité de ce livre, c'est que c'est un format à l'italienne, donc à l'horizontale. Bon, à l'usage, je trouve ça assez pénible à manipuler et pas vraiment justifié. Il y a des illustrations à l'horizontale, mais assez peu nombreuses finalement. Bon, pour moi, ça justifie pas vraiment le format inhabituel. On aurait eu des grandes illustrations qui font les deux volets. Je pense que ça aurait été un peu plus justifié. Quoi qu'il en soit, bah, ce jeu a le mérite d'exister. À une époque où on ne l'espérait plus. Pour moi, il arrive un peu tard parce que je n'ai plus de table de jeu pour l'instant, donc j'ai jamais pu le tester. Ils ont sorti également des goodies, donc des cartes, des paysages et des cartes des personnages. Comme je suis un puriste et que j'aime bien râler, je constate que mon personnage préféré de la saga n'a pas d'illustration. C'est Tavia dans A Fighting of Mars, donc le combattant de Mars. Je vous renvoie à ma vidéo sur les romans pour savoir pourquoi. Et c'est tout simplement scandaleux. Voilà. Donc voilà, à ce jour, l'ensemble des produits de jeux liés à John Carter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura appris des choses. Et j'espère vous voir très bientôt à tabler, vous savez où, à la taverne de Lug. Allez, au revoir.